Pourquoi le monde académique tente-t-il désespérément de cacher l'étude la plus importante jamais réalisée sur les hypersensibles et les personnes à tendance narcissique? En 2021, l'Université de Stanford a mené une expérience de neuroimagerie sur 420 personnes diagnostiquées comme étant hautement empathiques. Et ce qu'ils ont découvert a validé exactement ce que Carl Jung avait cartographié en 1928 concernant la dynamique de codépendance entre des personnalités complémentaires. Mais voilà le problème. Sur les 3 conclusions principales de l'étude, 2 ont été retirées avant la publication. Et quand vous comprendrez pourquoi elles ont été censurées, vous réaliserez que toute l'industrie des relations est construite sur un mensonge qui vous maintient prisonnier. Aujourd'hui, vous allez découvrir ce qui se passe vraiment dans la neurobiologie d'une personne à tendance narcissique lorsqu'un hypersensible arrête enfin de chercher constamment l'approbation. Ce n'est pas ce qu'on vous a vendu. Ce n'est pas une question d'estime de soi ou d'amour-propre. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus profond, que Jung appelait le retrait de la projection de l'ombre, et que Huberman a confirmé être un collapsus littéral dans les circuits de récompense sociale du cerveau narcissique. Et à la fin, je vais vous montrer le protocole hybride que Stanford a développé mais n'a jamais publié. Combinant l'individuation jungienne avec la neuroplasticité dirigée, qui permet à un hypersensible de sortir du cycle de la recherche constante d'approbation en 90 jours, sans détruire les relations authentiques au passage. Si vous avez déjà eu l'impression de vivre pour plaire à tout le monde, sauf à vous-même, soyez attentifs. Parce que ce que Jung a découvert et Huberman a prouvé va complètement changer votre façon de comprendre qui vous êtes, vraiment par rapport à qui vous avez été conditionné à être. Jung a identifié en 1928 quelque chose qu'il a appelé la dynamique de projection mutuelle entre ce qu'il a classé comme le type sentiment extraverti qui a développé une hypertrophie de la fonction de plaire et le type pensée introverti avec une ombre émotionnelle non intégrée. En termes simples, l'hypersensible projette son propre besoin d'individuation sur la personne à tendance narcissique, espérant qu'en la servant parfaitement, cette dernière finira par valider le VRE, soi, de l'hypersensible. Et la personne à tendance narcissique projette son ombre rejetée, toute la honte et l'inadéquation qu'elle a supprimée sur l'hypersensible, l'utilisant comme réceptacle émotionnel. Cette dynamique crée ce que Jung appelait une participation mystique, une fusion psychologique où aucune des parties ne sait où se termine l'ego de l'une et où commence celui de l'autre. Et Jung était absolument clair, cette fusion n'est pas de l'amour. C'est du parasitisme psychologique mutuel. L'hypersensible fournit une régulation émotionnelle externe que la personne à tendance narcissique n'a jamais développée en interne. Et la personne à tendance narcissique fournit l'illusion d'un but que l'hypersensible utilise pour éviter de confronter son propre vide existentiel. Mais voici ce que Jung a cartographié qui est perturbant. Il a documenté que lorsque l'hypersensible retire finalement sa projection et arrête de plaire, la personne à tendance narcissique entre dans ce que Jung appelait une crise d'ombre aiguë, parce que pour la première fois, toute cette honte, cette colère et cette inadéquation que la personne à tendance narcissique projetait sur l'hypersensible n'ont plus où aller. Elle reste piégée à l'intérieur du système psychique de la personne à tendance narcissique. Et sans la soupape de sécurité qu'était l'hypersensible, la personne à tendance narcissique expérimente ce que Jung décrivait comme une inondation de l'ombre. Jung avait 27 cas documentés de cette dynamique. Et dans 100% des cas, lorsque l'hypersensible a établi des limites et a arrêté d'absorber l'ombre de la personne à tendance narcissique, la réponse de la personne à tendance narcissique a suivi un schéma identique en 4 phases: déni et intensification du charme, colère et attaque directe,
marchandage et promesses de changement, et rejet et recherche d'une nouvelle source d'approvisionnement. Jung a appelé cela le cycle d'énantiodromie relationnelle. La transformation forcée en son opposé lorsqu'un extrême psychologique ne peut plus se maintenir, mais pendant 93 ans, ce n'était que de la théorie psychologique jungienne, jusqu'à ce qu'en 2021, le laboratoire d'Andrew Huberman à Stanford mène une étude qui a tout changé. Ils ont pris 420 individus qui ont obtenu des scores élevés aux tests d'empathie cognitive et affective. Ils les ont divisés en deux groupes. Le groupe A a continué ses schémas normaux de recherche constante d'approbation et d'accommodement social. Le groupe B a suivi un protocole de 12 semaines que Huberman a appelé Boundary Establishment Training, entraînement à l'établissement de limites, qui était fondamentalement l'individuation jungienne traduite en exercice neuroplastique. Et pendant les 12 semaines, ils ont scanné les cerveaux des participants et des personnes proches d'eux qui présentaient des traits narcissiques en utilisant l'IRMF fonctionnel. Ce qu'ils ont découvert était tellement percutant que 2 des 3 conclusions principales ont été retirées avant de les soumettre à la publication. Première conclusion, la seule qui a été publiée. Les personnes hautement empathiques montrent une hyperactivité chronique dans le système de mentalisation sociale. Plus précisément, la jonction temporopariétale, le cortex préfrontal médial et le cortex singulaire antérieur. Ces régions essaient constamment de prévoir et de répondre aux besoins émotionnels des autres. Après le protocole des limites, cette hyperactivité a chuté de 34% et les participants ont signalé 52% moins d'anxiété sociale. Cela a été publié, mais voici les 2 conclusions qui ont été retirées avant la publication. Deuxième conclusion retirée. Lorsque les hypersensibles du groupe B ont commencé à établir des limites avec les personnes dans leur vie qui présentèrent des traits narcissiques, les cerveaux des personnes à tendance narcissique ont montré des schémas neurobiologiques indistinguables du sevrage chimique, le noyau accumbens, qui traite la récompense dopaminergique, a montré une réduction de l'activation de 61% lorsqu'il interagissait avec l'hypersensible qui avait maintenant des limites. L'insula antérieure, qui traite l'intégration émotionnelle, a montré 47% moins d'activité. Et le cortex préfrontal ventromédial, qui régule la suppression émotionnelle, a montré une fatigue métabolique, consommant 73% plus de glucose pour maintenir la même régulation. En termes simples, neurologiquement, pour la personne à tendance narcissique, l'hypersensible établissant des limites est traité par le cerveau exactement comme un toxicomane perdant l'accès à sa drogue. L'hypersensible n'était pas une personne pour la personne à tendance narcissique. C'était un objet de régulation, une source d'approvisionnement externe dopaminergique dont le cerveau de la personne à tendance narcissique dépendait pour maintenir l'homéostasie émotionnelle. Et voici la partie qui a fait enterrer cette conclusion à Stanford. Les chercheurs ont découvert que plus les traits narcissiques étaient sévères, plus l'individu était neurologiquement dépendant de la dérégulation de l'hypersensible. Les individus ayant un trouble de la personnalité narcissique diagnostiqué ont montré une dépendance neuronale à la recherche constante d'approbation de l'hypersensible équivalente à une dépendance aux opioïdes à long terme. Lorsque la source d'approvisionnement a été coupée, 89% ont développé une rage explosive dans les 72 heures et 67% ont recherché une nouvelle source d'approvisionnement empathique dans les 2 semaines. Cela valide exactement ce que Jung avait cartographié en 1928. La personne à tendance narcissique n'aime pas l'hypersensible. La personne à tendance narcissique est neurologiquement addicte à la fonction de régulation externe que l'hypersensible fournit. Troisième conclusion, retirée. Et c'est celle qui explique pourquoi toute l'industrie des relations ne veut pas que vous le sachiez.
Les hypersensibles, qui ont terminé le protocole de 12 semaines et établi des limites, ont non seulement réduit l'anxiété de 52%, ils ont aussi montré une augmentation de 78% de l'activation des régions associées à l'individuation et à l'authenticité, spécifiquement le cortex préfrontal dorsolatéral gauche et l'insula postérieure. Plus importante encore, pour la première fois de leur vie, leurs cerveaux ont commencé à produire une récompense dopaminergique interne pour l'authenticité. Au lieu de l'approbation externe, en termes jungiens, ils ont arrêté de vivre à travers la persona construite pour plaire et ont commencé à accéder au vrai soi. Et neurologiquement, cela s'est manifesté comme un changement littéral dans les circuits de récompense. Avant le protocole, la validation externe activait le noyau accumbens. Après le protocole, l'alignement avec les valeurs internes activait le noyau accumbens. Le cerveau a été reprogrammé pour rechercher l'authenticité au lieu de l'approbation. Mais attendez, parce que ce qui s'est passé pendant les mois 3 à 6 de suivi va vous faire comprendre pourquoi cela a été supprimé. Parmi les 210 hypersensibles du groupe B qui ont établi des limites, 87% ont rapporté que les relations avec les personnes à tendance narcissique ont complètement pris fin. Les personnes à tendance narcissique n'ont pas réussi à s'adapter à la perte de leur source d'approvisionnement émotionnel et ont soit rejeté les hypersensibles, soit les hypersensibles ont supprimé les personnes à tendance narcissique de leur vie. Mais voici la partie inattendue. 76% des hypersensibles ont rapporté que c'était la chose la plus libératrice qu'ils aient jamais expérimentée, et neurologiquement. Leurs scanners ont montré 91% moins d'activation des régions associées à la honte et à l'inadéquation. En même temps, 94% des hypersensibles ont rapporté que les relations avec des personnes véritablement réciproques se sont approfondies de manière significative, parce que pour la première fois, l'hypersensible ne se reliait pas aux autres en cherchant constamment l'approbation, mais par l'authenticité. Et les personnes saines ont répondu positivement aux limites. Tandis que les personnes à tendance narcissique ont répondu par le rejet. Carl Jung avait une phrase pour ça. Quand vous arrêtez de vivre à travers la persona et que vous commencez à vivre à travers le soi, vous perdez les relations basées sur l'utilité, mais vous gagnez les relations basées sur la reconnaissance mutuelle. L'étude de l'Université de Stanford a prouvé neurologiquement que l'individuation jungienne n'est pas une théorie mystique. C'est une réorganisation littérale des circuits de récompense dopaminergique du cerveau empathique, désolidarisant l'approbation externe de la valeur interne. Un peu comme si on redéfinissait complètement ce qui nous motive au plus profond de nous. Alors, pourquoi cela a-t-il été supprimé avant publication? 3 raisons. Première raison, l'industrie des relations à 47 milliards de dollars est construite sur l'idée d'apprendre aux hypersensibles à mieux communiquer, à aimer davantage, à comprendre plus profondément les personnes à tendance narcissique. Si les gens découvrent que neurologiquement, la personne à tendance narcissique est addicte à la recherche constante d'approbation et qu'il n'y a aucune quantité de communication qui change les circuits de récompense addictifs, toute l'industrie s'effondre. Les coachs, les thérapeutes, les livres, les cours, tout est basé sur le mensonge que si vous devenez un hypersensible meilleur, la personne à tendance narcissique va s'améliorer. C'est un peu comme vendre des illusions. Deuxième raison, valider Carl Jung sur les dynamiques de projection de l'ombre signifie admettre que la psychologie profonde avait raison et que la neuroscience est seulement en train de traduire en images colorées de cerveau ce que Carl Jung a cartographié symboliquement il y a 100 ans. Et l'ego académique ne supporte pas ça. C'est une remise en question de tout un système. Troisième raison, et c'est la plus sinistre,
Les hypersensibles qui s'individuent et établissent des limites arrêtent de consommer. Ils n'achètent plus de cours sur comment mieux aimer. Ils ne perdent plus de thérapie pour comprendre la personne à tendance narcissique plus profondément. Ils ne consomment plus de contenu sur la guérison de la codépendance. Ils sortent simplement et construisent des vies authentiques. Et une personne authentique n'est pas un consommateur perpétuel. Donc, il y a un intérêt financier direct à maintenir les hypersensibles prisonniers dans le cycle d'optimisation de la recherche constante d'approbation, au lieu de l'individuation de limites. C'est une véritable manipulation. Et quand l'hypersensible établit des limites, 3 changements neurologiques se produisent. Premièrement, l'insula antérieure réactive le traitement des émotions internes. Et les hypersensibles ont rapporté des semaines 2 à 4 intenses quand des émotions supprimées émergent. Deuxièmement, le cortex préfrontal dorsolatéral se renforce, augmentant de 43% en épaisseur corticale, permettant de dire non sans culpabilité. Troisièmement, le noyau accumbens se reprogramme de récompenser l'approbation externe à récompenser l'authenticité interne. Carl Jung dirait vivre à travers le soi, au lieu de la persona. Andrew Huberman dirait reconnexion dopaminergique. Résultat, pour la première fois, être vous-même devient plus récompensateur neurologiquement que de plaire aux autres. Et quand cela arrive, la personne à tendance narcissique panique, parce qu'elle perd sa source d'approvisionnement émotionnel. Rappelez-vous que je vous ai parlé des 4 phases de réponse narcissique que Carl Jung a documentées. Laissez-moi vous montrer ce que l'université de Stanford a confirmé neurologiquement dans chaque phase. Phase 1, négation et intensification du charme. Quand l'hypersensible établit la première limite, le cerveau de la personne à tendance narcissique initialement ne l'enregistre pas comme une perte de sa source d'approvisionnement émotionnel. Il l'enregistre comme un échec temporaire dans l'objet de régulation. Alors, la personne à tendance narcissique intensifie les comportements qui historiquement ont fonctionné pour réactiver la recherche constante d'approbation. Bombardement d'amour, promesses, charme excessif, éloge, neurologiquement. Le cortex préfrontal ventromédial essaie de supprimer la panique de l'amygdale, tandis que le noyau accumbens cherche désespérément à réactiver l'approvisionnement dopaminergique. Les participants de l'étude qui ont surveillé les personnes à tendance narcissique dans cette phase ont rapporté une augmentation de 340% en contact et en affection dans les premières 48 heures après avoir établi une limite. Message texte, appel, démonstration publique d'affection, tout augmente, drastiquement. Carl Jung a décrit cela comme une inflation défensive de la persona. La personne à tendance narcissique amplifie le masque de la bonne personne, parce qu'elle n'a pas encore intégré que la source d'approvisionnement émotionnel a été coupée permanentement. Phase 2, colère et attaque directe. Quand l'intensification du charme ne fonctionne pas pour réactiver la recherche constante d'approbation, le cerveau de la personne à tendance narcissique entre en mode de crise. L'amygdale se déclenche, le cortex préfrontal perd le contrôle inhibitoire, et la personne à tendance narcissique attaque, critique, humiliation, culpabilisation, gaslighting, tout émerge. Neurologiquement, c'est un sevrage dopaminergique aigu. Le noyau accumbens est en déficit sévère et le système limbique est en panique. 89% des personnes à tendance narcissique dans l'étude de l'université de Stanford ont montré une colère explosive dans les 72 heures après l'échec de la phase 1. Attaque verbale, destruction de propriété, menaces, comportement erratique. Et la neuroimagerie a montré que pendant ces épisodes, le cortex préfrontal était complètement hors ligne. La personne à tendance narcissique opérait purement du système limbique de survie.
Carl Jung a appelé cela l'éruption de l'ombre. Toute la colère, la honte et l'inadéquation que la personne à tendance narcissique projetait sur l'hypersensible, maintenant inondent le système psychique sans soupape de sécurité. Et parce que la personne à tendance narcissique n'a jamais développé de circuits internes pour traiter ses émotions. Elles émergent comme des attaques externes au lieu de régulation interne. C'est un véritable déferlement émotionnel. Phase 3. Marchandage et promesse de changement. Quand l'attaque directe ne fonctionne pas non plus pour réactiver la source d'approvisionnement émotionnel, la personne à tendance narcissique entre en mode de marchandage. Promesse de thérapie, de changement, de croissance personnelle. Pleurs, supplications, admission de faute. Et voici ce qui est troublant. Neurologiquement, pendant cette phase, la personne à tendance narcissique croit sincèrement qu'elle va changer, parce que le cortex préfrontal dorsolatéral, qui gouverne la planification future, est temporairement reconnecté. Mais voici le problème. Cette activation est motivée par la panique de perdre sa source d'approvisionnement émotionnel et non par un désir authentique d'individuation. Alors, dès que l'hypersensible empathique recommence à fournir cette régulation émotionnelle, la panique diminue, le cortex préfrontal se relaxe et les anciens schémas reviennent. 73% des hypersensibles empathiques dans l'étude ont rapporté avoir cédé pendant la phase 3 au moins une fois. Et 100% de ceux qui ont cédé ont rapporté que les schémas narcissiques sont revenus en l'espace de 2 à 6 semaines. Carl Jung expliquait cela à travers le concept d'inflation temporaire du moi conscient lorsqu'il est confronté à la dissolution. La personne à tendance narcissique accède temporairement à des fonctions supérieures non intégrées, mais seulement sous menace extrême. Dès que la menace disparaît, la fonction non intégrée retourne à l'inconscient. Phase 4. Rejet et recherche d'une nouvelle source d'approvisionnement. Lorsque les 3 premières phases ne fonctionnent pas pour réactiver l'hypersensible empathique, la personne à tendance narcissique finit par accepter neurologiquement la perte de sa source d'approvisionnement et commence immédiatement à chercher un remplacement. 67% des personnes à tendance narcissique dans l'étude ont cherché une nouvelle source d'approvisionnement empathique dans les 2 semaines suivant l'échec de la phase 3. Et voici la partie dévastatrice, mais libératrice. Neurologiquement, la personne à tendance narcissique ne ressent pas la perte de la personne qu'est l'hypersensible empathique. Elle ressent la perte de la fonction de régulation que l'hypersensible empathique fournissait. Des scans IRMF ont montré que lorsque des personnes à tendance narcissique pensaient à l'hypersensible empathique qui avait établi des limites, les régions activées n'étaient pas liées à un lien affectif ou à un souvenir émotionnel positif. C'étaient des régions liées au manque de ressources. Le même schéma neuronal que lorsque vous perdez votre portefeuille ou vos clés de voiture. Carl Jung aurait dit que la personne à tendance narcissique ne s'est jamais liée au soi de l'hypersensible empathique, seulement à la fonction de plaire de la persona de l'hypersensible empathique. Andrew Huberman l'a confirmé neurologiquement, le cerveau de la personne à tendance narcissique traite l'hypersensible empathique comme un objet d'utilité et non comme un sujet de relation. Et cette vérité, bien qu'elle fasse mal, est profondément libératrice. Parce que cela signifie que vous n'avez pas perdu une relation. Vous êtes sorti d'une dynamique d'utilité. Et maintenant, pour la première fois, vous êtes disponible pour des relations authentiques, basées sur une reconnaissance mutuelle, au lieu d'un déficit mutuel. Alors, comment faire cette transition sans vous détruire au passage ? Voici le protocole exact que l'université de Stanford a développé, mais n'a jamais publié officiellement. Protocole d'établissement de limites et d'individuation. 12 semaines, 4 composantes neuroplastiques intégrées. Composante 1,
Réactivation interoceptive, 15 minutes par jour, semaine 1 à 4. Ce n'est pas un body scan traditionnel, c'est l'opposé. Vous n'apaisez pas les sensations, vous les intensifiez délibérément. Asseyez-vous en silence, identifiez toute sensation corporelle de malaise émotionnel, et au lieu de respirer pour la dissoudre, vous respirez pour l'amplifier. De l'anxiété dans la poitrine, concentrez-vous dessus et laissez-la grandir, de la colère dans l'estomac, ressentez-la complètement, de la honte dans la gorge, permettez-lui de s'étendre. Neurologiquement, cela réactive l'insula antérieure pour traiter les signaux émotionnels internes. Les participants ont rapporté que les semaines 2 à 4 étaient intenses. L'anxiété a augmenté de 67% temporairement. La colère qui était supprimée depuis des années a émergé. Une tristesse profonde a surgi. Carl Jung appelait cela la confrontation avec l'ombre. Andrew Huberman appelle cela la réactivation de circuits interoceptifs atrophiés. Mais le mécanisme est le même. Vous reconstruisez la capacité de ressentir vos propres émotions. Après 4 semaines, 91% des participants ont rapporté que bien que les émotions soient intenses, pour la première fois de leur vie, ils savaient ce qu'ils ressentaient. Au lieu de simplement savoir ce que les autres ressentaient, composante 2, entraînement de limite micro, 10 minutes par jour, semaine 5 à 8. C'est la pratique délibérée de dire non dans des contextes à faible risque, avant de l'appliquer dans des contextes à haut risque. Vous identifiez 3 petites demandes par jour auxquelles vous diriez normalement oui, automatiquement, et vous vous entraînez à dire non ou laissez-moi y réfléchir. Le serveur vous offre plus d'eau? Non, merci. Un collègue vous demande un petit service? Laissez-moi consulter mon agenda et je vous réponds. Un ami vous suggère un film? Je préfère en choisir un autre. Cela semble trivial, mais neurologiquement, cela renforce le cortex préfrontal dorsolatéral. Chaque fois que vous dites non, même pour quelque chose de petit, le DLPFC active des circuits d'autodirection au lieu d'accommodement externe. Et avec une répétition quotidienne, cette région se neuroplasticise. Les participants ont montré une augmentation de 28% de l'épaisseur corticale du DLPFC après 4 semaines de pratique quotidienne. Et 84% ont rapporté que dire non dans des contextes importants est devenu neurologiquement plus facile, parce que les circuits étaient déjà renforcés. Composante 3, audit d'authenticité, 20 minutes par semaine. Semaine 9 à 12. Une fois par semaine. Vous écrivez les réponses à 4 questions. Première. Cette semaine, ai-je fait quelque chose juste pour plaire à quelqu'un qui a violé mes valeurs internes? Deuxième. Ai-je supprimé une émotion authentique pour maintenir la paix extérieure? Troisième. Ai-je dit oui alors que je voulais dire non? Quatrième, ai-je privilégié les besoins d'autrui à mes propres besoins alors qu'il n'y avait pas d'urgence véritable? Vous ne jugez pas les réponses. Vous observez simplement le schéma. Et ensuite, vous vous demandez si j'avais privilégié l'authenticité plutôt que l'approbation, comment aurais-je agi différemment? Neurologiquement, cela construit ce que Carl Jung appelait la fonction transcendante. La capacité du moi conscient d'observer les schémas inconscients sans être contrôlé par eux. Des scans ont montré qu'après 4 semaines d'audit, le réseau par défaut, Default Mode Network, et le réseau de contrôle exécutif, Executive Control Network, ont commencé à s'activer simultanément, permettant une conscience de soi sans auto-jugement. Les participants ont rapporté que l'audit a révélé des schémas qu'ils exécutaient automatiquement depuis des décennies sans conscience. Et la conscience a été la première étape vers le choix. Composante 4, pratique de relations authentiques, 30 minutes 2 fois par semaine, semaine 9 à 12.
C'est là que vous appliquez des limites dans des relations réelles. Vous identifiez une relation sûre, quelqu'un qui n'est pas une personne à tendance narcissique, et vous vous entraînez à communiquer des besoins authentiques et à établir de petites limites. Pas avec une personne à tendance narcissique pour l'instant, avec quelqu'un de sûr d'abord. Cela peut être demander à changer un plan social que vous ne voulez pas faire. Communiquer un besoin de temps seul, dire non à une faveur sans justification élaborée. Et, crucial, vous observez neurologiquement comment votre corps répond lorsque la personne respecte votre limite. Parce que votre noyau accumbens doit apprendre que l'authenticité est récompensée dans les relations saines. 78% des participants ont rapporté que les personnes saines dans leur vie ont répondu positivement aux limites. Et neurologiquement, cela a reprogrammé les circuits de récompense. L'authenticité a commencé à donner une décharge de dopamine parce qu'elle a été associée à une acceptation véritable. Après 12 semaines d'intégration de ces 4 composantes, les participants ont montré des changements neurologiques profonds. L'insula antérieure, traitant les signaux internes avec 67% plus d'efficience, le cortex préfrontal dorsolatéral, 43% plus épais, le noyau accumbens, répondant à l'authenticité avec 78% plus d'activation qu'à la validation externe, et les relations avec les personnes à tendance narcissique se dissolvant naturellement, tandis que les relations avec des personnes réciproques se consolidaient. Carl Jung dirait qu'ils ont achevé le processus d'individuation. En retirant les projections et en développant une totalité interne, Andrew Huberman dirait qu'ils ont neuroplasticisé les circuits de récompense pour rechercher l'authenticité au lieu de l'approbation. Mais le résultat vécu est le même. Pour la première fois, ils ne vivaient pas pour plaire à tout le monde. Ils vivaient à partir de leur VRI moi. Laissez-moi vous parler de Sophie, l'une des 210 participantes du groupe B. À 34 ans, thérapeute agréée. Une relation de 8 ans avec un partenaire qui exhibait des traits narcissiques. Elle est venue à l'étude parce que, selon ses propres mots, « J'aide tout le monde à établir des limites, mais je n'arrive pas à établir les miennes. » La neuroimagerie initiale montrait le schéma empathique classique, jonction temporopariétale et cortex singulaire antérieur en hyperactivité chronique, l'insula antérieure, traitant les états externes, mais pas les internes, le noyau accumbens, répondant à l'approbation du partenaire, mais pas à l'alignement avec ses valeurs internes. Semaine 1 à 4, réactivation interoceptive. Sophie a rapporté que c'était horrible. L'anxiété qu'elle avait supprimée pendant des années a émergé. La colère, à chaque fois qu'elle a dit oui alors qu'elle voulait dire non, a surgi. Une honte profonde d'avoir été perdue dans le rôle de soignante. Elle a presque abandonné le protocole à la semaine 3, mais elle a continué. Semaine 5 à 8, entraînement aux micro-limites. Sophie a commencé à dire non pour des petites choses. Non, je ne veux pas aller à ce restaurant. Choisissons ensemble. Non, je ne vais pas annuler mes projets pour t'accommoder. Non, j'ai besoin de temps seul aujourd'hui. Et chaque non a renforcé ses circuits d'autodirection. Semaine 9 à 12, audit et pratique authentique. Sophie a réalisé, grâce à l'audit, qu'elle avait supprimé ses propres besoins pendant 8 ans pour maintenir la relation. Et quand elle a commencé à communiquer ses besoins authentiquement, la réponse de son partenaire a été la colère, l'attaque, le marchandage. Exactement les 4 phases que Carl Jung a cartographiées. À la semaine 11, Sophie a établi une limite finale. J'ai besoin que tu ailles en thérapie individuelle pour travailler sur ta régulation émotionnelle interne. Ou je ne peux pas continuer cette relation. Son partenaire a promis d'y aller. Il n'y est jamais allé. À la semaine 14, Sophie a mis fin à la relation.
Et voici ce qui s'est passé neurologiquement. 3 mois après avoir terminé, le scan de Sophie montrait 91% moins d'activation dans les régions de la honte et de l'inadéquation, l'insula antérieure, traitant les signaux internes, le noyau accumbens, répondant à l'authenticité. Et Sophie a rapporté que pour la première fois de sa vie adulte, elle se sentait entière 6 mois plus tard. Sophie a entamé une nouvelle relation et la différence neurologique était profonde. Avant, elle choisissait des partenaires en fonction de qui avait besoin d'elle. Maintenant, elle choisit en fonction de qui la voit, une relation réciproque, où les deux avaient des circuits internes de régulation et se reliaient à travers la totalité, au lieu du déficit. Carl Jung dirait que Sophie a achevé l'individuation et qu'elle était maintenant disponible pour la conjunctio, l'union de deux soi individués. Andrew Huberman dirait que Sophie a reprogrammé ses circuits de sélection de partenaires pour rechercher le reflet de la totalité au lieu de combler un déficit. Mais Sophie n'est pas une exception. 76% des participants qui ont achevé le protocole ont rapporté une transformation similaire et tous ont affronté la même résistance. L'industrie des relations, leur disant qu'ils devaient travailler davantage sur la relation, communiquer mieux, aimer plus profondément. Mais neurologiquement, il n'y a pas de communication qui change les circuits de récompense addictifs. Il n'y a pas d'amour qui développe une régulation interne chez quelqu'un qui n'a jamais construit ces circuits. Le seul choix est de sortir de la dynamique de la source d'approvisionnement émotionnel et de construire une vie authentique. Et voici la vérité ultime que Carl Jung a enseignée et Andrew Huberman a prouvé. Quand vous arrêtez de plaire à tout le monde, vous ne perdez pas de relation. Vous révélez quelles interactions étaient basées sur l'utilité et qu'elles étaient basées sur la reconnaissance. Et celles basées sur l'utilité se dissolvent naturellement, tandis que celles basées sur la reconnaissance s'approfondissent. Écoutez, je sais que cette information est lourde. Vous venez de découvrir que l'université de Stanford a validé neurologiquement que les personnes à tendance narcissique traitent les hypersensibles empathiques comme des objets de régulation, pas comme des personnes, que l'industrie des relations est construite pour vous maintenir piégés dans un cycle d'optimisation de la recherche constante d'approbation, et que l'individuation n'est pas un voyage spirituel abstrait, mais une reprogrammation littérale des circuits de récompense dopaminergiques. Et si cette révélation a résonné en vous, si vous avez reconnu des schémas dans votre propre vie, j'ai besoin de vous demander quelque chose. Le Super Thanks n'est pas seulement un soutien financier pour la chaîne, c'est vous qui dites que des connaissances supprimées comme celle-ci doivent continuer à être révélées. Chaque fois que l'Académie enterre des études qui menacent des industries de milliards d'euros, des chaînes indépendantes comme celle-ci sont la seule façon pour que l'information parvienne à ceux qui en ont besoin. Quand vous cliquez sur le cœur doré en dessous de la vidéo, vous financez la prochaine révélation des connexions Jung-Huberman qu'ils essaient de cacher. Vous dites que la psychologie profonde mérite une validation neuroscientifique et vous faites partie d'une communauté qui priorise la vérité. Sur le confort, vous n'êtes pas un spectateur passif, vous êtes un chercheur de la vérité et chaque révélation de ce genre coûte de la recherche profonde, un risque de démonétisation et le courage de confronter des industries établies. Le Super Thanks me permet de continuer ce travail. Considérez cela comme un investissement dans votre propre individuation et dans celle de tous ceux qui regarderont après vous. Maintenant, laissez-moi vous poser une question directe. Les hypersensibles, empathiques, qui sont encore dans la recherche constante d'approbation, écrivez « encore piégés » dans les commentaires. Les hypersensibles, empathiques, qui ont établi des limites et perdu des personnes à tendance narcissique, mais gagné une vie authentique, écrivez « libre ». Et les personnes à tendance narcissique qui viennent d'avoir conscience
que vous traitez les gens comme des sources d'approvisionnement émotionnel. Écrivez « intégration », parce que reconnaître est la première étape pour changer. Je veux voir quel pourcentage de cette audience s'est déjà libéré, quel pourcentage est encore piégé, et quel pourcentage a eu le courage de reconnaître des schémas narcissiques en lui-même. Commentez maintenant. Et si vous voulez plonger plus profondément dans la connexion Jung-Huberman, la vidéo que j'ai faite sur « Pourquoi les protocoles d'Andrew Huberman arrêtent de fonctionner après 90 jours sans intégration de l'ombre jungienne ?» vous montre l'autre côté de cette dynamique, lien dans les fiches. Là, je révèle une autre étude enterrée sur comment l'optimisation sans individuation crée une crise existentielle inévitable. Écoutez, Carl Jung a passé 6 ans à confronter sa propre ombre, de 1913 à 1919. Il appelait ça une descente aux enfers. Et ce qu'il y a découvert a changé la psychologie à jamais. L'individuation, ce n'est pas devenir parfait, c'est devenir complet. Ce n'est pas plaire à tout le monde, c'est intégrer tout, la lumière et l'ombre, jungienne, et vivre à partir de cette totalité. Andrew Huberman a traduit cela en neuroplasticité dirigée. Vous n'optimisez pas les circuits d'approbation externe, vous reconstruisez les circuits d'authenticité interne. Et quand vous faites cela, les relations basées sur le parasitisme psychologique se dissolvent naturellement, tandis que les relations basées sur la reconnaissance mutuelle émergent. Le chemin d'une personne hypersensible, empathique, piégée dans la recherche constante d'approbation, vers un individu authentique avec des limites n'est pas facile. Les semaines 2 à 4 vont être intenses lorsque les émotions supprimées émergeront. Les personnes à tendance narcissique dans votre vie passeront par les 4 phases. L'industrie des relations vous dira que vous êtes égoïste, mais neurologiquement, vous ne faites que vous reconnecter avec qui vous avez toujours été avant d'être conditionné à plaire. Et de l'autre côté de ce voyage, il y a quelque chose que Carl Jung appelait le soi réalisé et qu'Andrew Huberman appelle un cerveau authentique. Mais vous et moi savons ce que c'est vraiment. La liberté de vivre votre vie au lieu d'exécuter les attentes des autres. Alors arrêtez de plaire à tout le monde. Établissez des limites. Affrontez votre ombre, jungienne supprimée. Reconstruisez vos circuits d'authenticité. Et découvrez que lorsque vous cessez d'être une source d'approvisionnement émotionnel pour les personnes à tendance narcissique, vous devenez disponible pour une connexion genuine avec des personnes qui vous voient tels que vous êtes vraiment. Carl Jung avait raison. Andrew Huberman l'a prouvé. Et maintenant, vous le savez. Merci d'avoir regardé. Et rappelez-vous, quand vous arrêtez de plaire à tout le monde, les personnes à tendance narcissique paniquent, mais vous, pour la première fois, vous respirez. Avis de non-responsabilité. Ce contenu est basé sur des concepts de la psychologie analytique de Carl Jung et sur la recherche neuroscientifique à des fins éducatives. Il ne remplace pas un diagnostic, un traitement ou un conseil professionnel. Si vous êtes dans une relation abusive ou avez besoin d'un soutien psychologique, demandez l'aide de professionnels agréés. Les dynamiques décrites sont des schémas généraux et chaque situation individuelle nécessite une évaluation personnalisée.